Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission sur les saveurs de Portneuf, on vous présente une entreprise de Saint-Basile qui produit un bœuf de grande qualité et qui offre une grande variété de coupes et de produits transformés. Il s'agit de Philippe Alain, fier propriétaire de la ferme du Alain. Alors bonjour, je me présente Philippe Alain, propriétaire de la ferme du Alain. On est à Saint-Basile. On est producteur de bœuf dans le vache-veau et dans l'engraissement. Puis on fait toute la commercialisation de notre viande. Bienvenue chez nous. Je suis la 4e génération de Alain sur la ferme ici. Jusqu'en 2006, on était producteur laitier. Puis en 2006, là, on a décidé d'arrêter la production laitière. Puis on s'est concentré là, à partir de 2007 sur la production bovine. Puis avec les aléas du marché, on a décidé de faire toute notre mise en marché pour aller chercher le maximum de revenus avec les capacités des terres qu'on avait et les bâtiments qu'on avait. Moi, j'avais mes formations en gestion exploitation agricole de fait depuis 2000, puis spécialisé dans le lait. Mais pourquoi avoir changé? On voulait, dans le fond, en 2006, il aurait fallu faire beaucoup d'investissements sur l'entreprise. Puis pour moi, c'était un peu risqué. Donc, j'ai décidé de me concentrer dans les viandes parce que c'est une production qui est moins demandante un peu. J'ai question de temps, étant donné qu'un jour, sûrement que je vais être seul sur l'entreprise. Présentement, mon père est encore avec moi, là, mais un jour, sûrement que je vais être seul sur l'entreprise. Déjà en 2000, j'avais 10 vaches de boucherie qu'on élevait puis qu'on envoyait nos veaux pour l'engraissement à l'extérieur. En 2007-2008, en 2006, on a grossi le troupeau. On était rendu à 25 pour augmenter graduellement jusqu'à environ une cinquantaine. Puis c'est en 2011, là, quand j'ai eu un accident, que j'ai décidé de faire complètement ma mise en marché. Puis avec le bâtiment qu'on avait ici, on a installé un parc d'engraissement qui se nettoie facilement, qui s'alimente facilement, donc les animaux sont confortables aussi. Puis on utilise différentes méthodes là, pour les soigner. Là. Les animaux vivants, on les retrouve chez des éleveurs. Moi, j'en ai acheté ici dans le comté d'un éleveur à Pont-Rouge. Ou sinon, c'est par les encans ou ces choses-là. Mais principalement, les éleveurs, c'est le meilleur marché pour aller chercher une génétique de qualité pour après ça avoir des animaux qui vont avoir un meilleur gain de croissance.
Étant donné qu'on avait une expérience déjà avec les vaches laitières, le bœuf, c'est différent parce que les animaux sont plus craintifs, mais ça va bien. Nous, on est installés à l'intérieur l'hiver pour les veillages, puis après ça, les vaches ressortent dehors avec leurs veaux pour faire passer l'été au pâturage habituellement mai à mi-octobre. Les vaches, eux, vont retourner à l'intérieur avec leurs veaux, puis il va venir le sevrage. On va déjà avoir une période de sevrage qui va se faire au début septembre. Les plus beaux vont s'en venir ici dans le parc d'engraissement. Puis les autres, eux, vont être un peu plus tard dans la saison, là, normalement, fin octobre, début mi-novembre, là, on va sevrer le restant des veaux qui vont s'en venir ici dans le parc d'engraissement. Maintenant, on utilise l'ensilage d'un jour, qui est, dans le fond, on fauche le matin, on récolte le soir. Ça donne un fourrage qui est plus sucré, puis qui est environ à 60 de matière sèche. Puis les animaux raffolent de ce fourrage-là. On a des meilleurs gains avec ça. Donc, on donne ça avec les tracteurs, on donne les balles rondes. Là, ici, il reste encore un restant de balles. Mais donc, c'est avec ça qu'on a. Puis on donne des grains aussi 2 fois par jour pour les animaux. Bien, nous, on essaie d'avoir des femelles, les vaches, de croisement Angus Simmental ou Simmental, pas Limousin, mais Simmental Hereford ou des races qui sont plus maternelles et plus laitières. Puis, notre taureau, c'est un taureau Limousin pour aller chercher une carcasse un peu plus musclée pour les bouvillons qui vont aller à l'abattage. Ces bouvillons-là sont nés en mars-avril 2015. Donc, ils ont 15 à 16 mois. Ils vont avoir, dans le fond, 18 mois au mois de septembre-octobre. Tous nos animaux sont emmenés à un abattoir à Shawinigan pour être abattus dans un abattoir de type fédéral où les inspections sont faites. Puis ensuite, on rapporte nos animaux à... Les carcasses sont rapportées chez le boucher qui, lui, fait nos découpes selon nos demandes, selon les demandes de nos clients, puis emballés sous vide et congelés. On vend directement aux clients ou au restaurant. On a peut-être 5 ou 6 restaurants comme clients. Le restant, c'est monsieur, madame, tout le monde, via les marchés publics, via des kiosques à légumes qui vendent notre viande aussi ou dans les épiceries. Mon père est encore avec moi sur l'entreprise, donc il travaille, un retraité à temps plein. Il travaille à temps plein avec moi. Donc ça me permet d'être capable de faire le restant de la mise en marché, ces choses-là. On a, oui, de la famille qui vient nous aider, des amis, mais on n'a pas besoin d'engager vraiment de gens, là, à part peut-être pour les périodes comme le temps de ramasser les roches au printemps ou des fois dans le temps des foins, là, quelques journées, mais le restant du temps, c'est moi et mon père qui font le boulot sur l'entreprise.
Pour nous, en équipement, là, ça nous prend des tracteurs pour être capable de nourrir nos animaux, mais aussi des tracteurs pour aller au champ. Donc, autant pour faire les récoltes que les semis, donc presse à foin, les râteaux, les semoirs, les herses, les charrues, épandeurs à fumier pour vider notre fosse à fumier. Nos projets à court terme, bien, c'est sûr que c'est d'implanter encore mieux notre viande, donc avoir une commercialisation plus efficace dans autant la restauration que la vente au détail. À moyen terme, long terme, peut-être un jour être capable d'avoir mon centre de découpe pour faire ma viande uniquement, là, mais dans le fond, pour être plus autonome, puis être capable de répondre peut-être un jour avec du frais à nos clients, là, mais c'est à long terme. Les chiffres ne sont pas faits et on n'est pas rendu là non plus. Donc, un coup, la viande abattue, elle est emmenée chez mon boucher par l'abattoir. Suite à ça, tout dépendant des découpes qu'on veut, le boucher nous fait nos coupes et me les emballe sous vide. Ensuite, je la rapporte ici pour soit que les clients viennent la chercher direct à la maison ou ensuite je fais des livraisons. Les qualités que ça prend pour être un bon producteur, ben, je pense que ça prend un peu de folie, mais beaucoup de passion. Faut être déterminé, puis être convaincu de ce qu'on fait, on l'aime. C'est pas toujours des métiers qui sont faciles parce que l'apport d'argent à mettre dans l'entreprise est important versus les bénéfices. Mais c'est un métier de travailler avec les animaux, c'est toujours valorisant. On vous présente maintenant une chronique réalisée avec Mme Emmanuelle Choquette de l'entreprise Papille. Donc, l'émission d'aujourd'hui, c'est une occasion de parler des alcools de petits fruits au Québec. Parce que ça date pas d'hier que l'on fait des alcools à base de petits fruits au Québec. En fait, c'est des traditions qui datent même de l'arrivée des premiers habitants qui se sont installés à long terme ici. Ce qu'il faut savoir, vous connaissez probablement la légende. Là, pourquoi l'île d'Orléans s'appelle-t-elle île de Bacchus? S'appelait-elle île de Bacchus au départ? C'est qu'en arrivant, il y avait vu des quantités importantes de vignes sauvages, mais le vin qu'ils ont essayé d'en tirer les années suivantes était imbuvable. Donc, par contre, on s'est rendu compte que, évidemment, hein, on aime ça, l'alcool, puis on voulait continuer à boire du vin, même si on n'était plus en Europe. Donc, l'objectif, ça a été de transformer les petits fruits que l'on trouvait à l'état sauvage et ensuite de ça que l'on cultivait en alcool. Donc, au Québec, on retrouve des alcools de petits fruits d'à peu près tous les petits fruits qu'on connaît. Donc, on va parler de bleuets, on va parler d'amélange, on va parler évidemment de framboises, mais de fraises, de cassis. Donc, c'est des petits fruits qui sont connus, puis qui valent la peine d'être découverts. Parce que, encore une fois, l'important quand on achète, d'abord, l'important, c'est d'être curieux, hein, de goûter. Puis quand vous allez dans les marchés publics, c'est l'occasion de goûter au produit puis de demander la meilleure façon de le servir. Puis ensuite de ça, petit conseil, quand vous recevez un alcool comme ça de terroir, du petit fruit, attendez pas l'occasion spéciale pour l'ouvrir, mais ouvrez la bouteille, goûtez-le, puis allez-y avec votre instinct.
Donc, c'est souvent quelque chose qui est intéressant aussi à savoir, c'est que peut-être allez-vous goûter à une mistelle de petits fruits qui est différente. Donc, c'est quoi la différence entre une liqueur et une mistelle? La mistelle, c'est le jus du petit fruit n'a pas été fermenté. Donc, on a vraiment, par exemple, si c'est une mistelle de fraise, le goût de la fraise fraîche. Le goût est différent. Donc, on va prendre le jus auquel on va ajouter de l'alcool et du sucre. Donc, on va avoir souvent plus une explosion de fruits, tandis que lorsque c'est une liqueur, le fruit a fermenté et va avoir un goût qui est un peu plus différent, qui va peut-être se rapprocher un peu plus du vin. Un autre élément qui est intéressant également avec les liqueurs de petits fruits, c'est que c'est souvent assez goûteux. Donc, n'hésitez pas à les utiliser si vous ne les buvez pas comme ça ou si vous trouvez le goût trop fort. Utilisez-les par exemple dans un panaché. Un panaché, c'est on va prendre une bière dans laquelle on va rajouter une liqueur. Donc là, ça vient donner un côté fruité. Dans une bière blanche, par exemple, c'est super intéressant. On peut faire ça également avec du cidre plat ou cidre pétillant ou encore, évidemment du vin. Donc, en essayant comme ça permet aussi de découvrir des goûts puis d'explorer un petit peu plus là, les possibilités qu'offrent ces alcools-là. Je parlais tout à l'heure des premiers habitants. Évidemment, ils ne réussissaient pas tout le temps à faire des bons alcools de petits fruits. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un alcool qui a tourné? On fait du vinaigre. Ça me donne l'occasion de parler des vinaigres de fruits qui, eux aussi, étaient très importants dans la cuisine de nos ancêtres, puis qui devraient peut-être être mis au goût du jour, d'une part parce que le vinaigre, un vinaigre maison, un vinaigre artisanal, c'est très bon pour la santé. C'est un agent de conservation. Puis, quelque chose que les gens faisaient aussi, puis qu'on commence à revoir un petit peu dans les produits de créneau, c'est on ajoutait, pour rendre un breuvage plus désaltérant, on y ajoutait un peu de vinaigre. Donc, les gens, au lieu de boire de la liqueur à l'époque, rajoutaient un peu de vinaigre. Puis le vinaigre peut rester sucré un petit peu. Hein. Des fois, il reste du sucre dedans. Donc, c'est quelque chose de très rafraîchissant. On peut cuire aussi au vinaigre, donc un vinaigre qu'on ajoute dans une... Souvent, on va déglacer hein, avec un vin ou avec une bière, mais on peut très bien faire ça avec un vinaigre et c'est tout aussi savoureux parce que l'aspect surette vinaigré, finalement, disparaît à la cuisson. Donc, si vous avez la chance également, puis au Québec, il fait là, du vinaigre de gadelle, vinaigre de cassis, vinaigre de pomme, vinaigre de fraise. En fait, vous pouvez retrouver à peu près des vinaigres de tous les fruits qui poussent ici et de les intégrer de plus en plus dans votre cuisine, ça va vous permettre de vous ouvrir des horizons culinaires là, auxquels vous n'auriez pas nécessairement pensé. Donc, ce serait difficile de faire une chronique sur les alcools de petits fruits, évidemment, sans parler de l'effervescence au Québec de la production de vin. Hein? On voit apparaître des vignobles partout sur le territoire. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement on a des cultivars qui sont bien adaptés à nos conditions ici, mais que l'expertise des vignerons s'est développée au cours des dernières années, puis on est capable d'aller avec par exemple, il y a des vignerons qui vont cultiver du pinot noir, qui vont cultiver du chardonnay, puis qui vont servir de ces raisins-là pour donner du corps, donner du goût aux raisins qui sont produits ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit apparaître un grand intérêt de la part de la clientèle québécoise pour les vins d'ici. Donc, moi, je vous invite à d'une part, aller visiter nos vignobles parce qu'on a la chance d'avoir des belles activités d'accueil, d'interprétation, de dégustation. N'hésitez pas non plus à en commander au restaurant, ne serait-ce qu'un verre pour goûter, puis de le boire dans un contexte bien adapté. C'est toujours une bonne façon de découvrir le produit. Puis, évidemment, d'en acheter, d'en servir à vos invités, puis d'être fiers de cette expertise-là qui s'est implantée assez rapidement, mais compte tenu des changements climatiques qui sont parfois désagréables, pour le vin, au cours des dernières années, on a eu de très, très, très bonnes années. La cuvée 2016 risque d'être une cuvée absolument exceptionnelle, donc à surveiller dès ce printemps. Là, les vins blancs rosés du Québec là, vont être particulièrement savoureux. Je vous remercie de vous être déplacés aujourd'hui pour le lancement de la 3e édition du marché public. Nous sommes fiers d'annoncer le retour de celui-ci. C'est sur un tout nouveau site qu'on est présentement, donc dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway, que le marché public se tiendra pendant 10 dimanches, soit du 23 juillet au 24 septembre.
de 9h30 à 13h30, et ce, beau temps, mauvais temps. Le déménagement du marché public de Saint-Raymond au cœur du centre-ville est rendu possible grâce à un appui financier de 9 924 provenant du MAPAC, dans le cadre du programme Proximité de l'Entente Canada-Québec de Cultivons l'avenir 2. Cette subvention nous permettra de faire l'acquisition de tentes, de tables et l'installation d'électricité. Le marché public est une belle occasion pour découvrir et rencontrer des producteurs de la région qui se feront plaisir de vous transmettre leur passion et leurs connaissances. Cette année, 7 producteurs permanents et 4 seront occasionnels. Ils vous feront découvrir des produits qui plairont à tous les goûts. Dans les marchands permanents, on retrouve Aux Petits Fruits du Dragon, Boulangerie-Pâtisserie chez Alexandre, Des Rues chez Dor, Ferme Benoît et Denise Gaudreau, Ferme du Alain, La Coule Érable, le Jardin des Chambeaux. Dans les marchands occasionnels, on retrouve Bien dans son pot, Ferme Bio Délit, La Cerisette La Belle des Bois et la Ferme Terrasativa. Je suis très contente ce matin d'être ici avec vous pour vous encore répéter que la notoriété de Saint-Raymond travaille très fort à la Corporation et à la Tourisme Saint-Raymond pour développer la notoriété de Saint-Raymond au niveau touristique, comme destination touristique. Et on est fiers de noter que la notoriété progresse constamment. Nous poursuivons toujours nos efforts à cet égard afin de promouvoir et de stimuler l'achat local, non seulement pour nos touristes qui viennent ici, mais aussi pour notre clientèle locale et notre clientèle régionale. Nous sommes heureux de faire connaître les producteurs, les entrepreneurs et les artisans de la région. L'expérience des 2 dernières années, les commentaires et suggestions que nous avons reçus de la population et des producteurs tout au long de l'année nous ont vraiment lancé le message qu'il était important que le marché revienne. La perception que cette activité s'inscrit clairement dans les tendances actuelles et futures d'une communauté qui est dynamique nous ont convaincus de préparer cette édition 2017 revue et améliorée. Il y a beaucoup de travail qui s'est mis à l'intérieur de cette préparation. Cette nouvelle localisation-là va, je l'espère, nous donner une ambiance plus festive, plus marché public urbain. Et ça donnera définitivement une plus grande visibilité puisqu'elle est située dans les 2 axes principaux de circulation du centre-ville. Le look différent, grâce en grande partie à la contribution du MAPAC, va vraiment aussi nous propulser vers l'avant dans cette image qu'on veut projeter. Les producteurs sont motivés à offrir leurs produits et leur sourire parce que, comme je dis souvent, c'est comme le perron de l'église, le marché public. On aime se rencontrer, on aime jaser. Alors, visiter le marché public, c'est une grande source de plaisir pour les yeux, pour le palais, mais aussi un rendez-vous social et culturel. Comme tu l'as si bien dit, Joanne, c'est vraiment le perron d'église qu'on retrouve au Grand Air. Donc, on a Facebook, mais là, on va avoir la place publique ici, le marché public. Ça va être intéressant. Vous l'avez mentionné, c'est un programme fédéral-provincial. C'est plus de 9 952 $ qui sont donnés. J'ai contribué aussi avec le soutien à l'action bénévole. C'est dans le programme Canada-Québec Cultivons l'avenir 2 que vous avez mentionné. Or, je trouve que les couleurs sont vraiment intéressantes. Le chapiteau ici, bleu, c'est le ciel, c'est la verdure. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, je désire féliciter tous les bénévoles, les aussi producteurs agricoles qui vont au cours de l'année. Souvent, les gens me questionnent à savoir, est-ce que le marché public de Saint-Raymond compétitionne celui de Deschambault? Non. C'est pas une compétition, c'est un complément à ce moment-là. Et de plus en plus, on entend parler de Portneuf, à l'extérieur de Portneuf. Je dis toujours, puis j'étais avec le Forum des élus vendredi dernier, puis je disais au maire Labaume, Portneuf, c'est le terrain de jeu, mais c'est le jardin aussi de Québec. C'est ici qu'on produit, c'est ici aussi qu'on alimente entre le grand bassin de Québec.